Bonjour, chers amis, chères toutes, chers tous. Bienvenue sur ma chaîne Culture Média Algérie. À partir de la semaine prochaine, je tenterai de lancer sur YouTube une sorte de séminaire consacré aux questions de méthode, de littérature et d'anthropologie. Je voudrais qu'il y ait un débat, une discussion, des interrogations en évitant soigneusement les arguments d'autorité, ces raccourcis intellectuels qui ferment les questions au lieu de les ouvrir. Ce séminaire me permettra peut-être de redéfinir avec vous l'appareillage conceptuel dominant sans pour autant provoquer des ruptures, mot qui me semble peu opératoire dans la mesure où il suggère une table rase illusoire, mais des coupures possibles, des déplacements, des réévaluations nécessaires. Je vais essayer de m'adresser ici aux étudiants de master et de doctorat, mais aussi à des collègues et à des amis qui s'intéressent à ces questions. Discuter avec eux en usant d'un langage extrêmement clair, tout en tentant d'entreprendre un dialogue vivant avec les auteurs et ce qu'on appelle communément les théoriciens. Car une théorie qui ne se laisse pas interroger en termes clairs est souvent une théorie qui dissimule sa fragilité derrière son jargon. Il faudrait bien entendu une certaine réversibilité, c'est-à-dire que ce séminaire ne soit pas un monologue déguisé en cours magistral. Aussi, serait-il utile que dans cet espace interviennent des étudiants, des enseignants, des journalistes, des amis intéressés par ces questions intellectuelles en rapport avec les sciences sociales et humaines, les arts, le cinéma, le théâtre. Ici, ma fonction est uniquement de lancer le débat et de l'animer. Nous pourrions ainsi utiliser à bon escient ces moyens de communication que sont YouTube et Facebook comme de véritables lieux de connaissance, de circulation des idées et de formation intellectuelle. Nous le pouvons, j'en suis convaincu. La preuve en est faite ailleurs par des initiatives comparables qui ont su transformer ces plateformes en espaces rigoureux et exigeants, touchant des publics que l'université traditionnelle n'atteint plus ou n'atteint pas encore. Je mettrai en ligne sur YouTube une quarantaine de textes en rapport avec la littérature, les arts, les sciences sociales et humaines, tout en privilégiant les questions épistémologiques et méthodologiques. J'esquisserai des portraits critiques de théoriciens qui apportent des réflexions sur de nombreuses questions en rapport avec notre séminaire. Ibn Rushd, Foucault, Deleuze, Derrida, Tizini, Bourdieu, le Jabiri, Harkoun, Laroui, Lashraf, Todorov, Chomsky, Calvé et bien d'autres. Ces portraits ne seront pas des résumés scolaires ni des notices encyclopédiques, ils seront des lectures critiques qui assument leur subjectivité tout en observant la distance critique et la rigueur. Car lire un théoricien, c'est toujours le lire depuis quelque part, depuis une expérience, une société, une histoire. Et c'est précisément cette localisation du regard qui enrichit la pensée au lieu de l'appauvrir. Ce séminaire n'a pas d'autre ambition que celle-ci, créer un espace où chacun, étudiant, enseignant, journaliste,
lecteur curieux peut entrer, intervenir, contester. Ce séminaire sera sur YouTube, la partie consacrée au cours. Réfléchir, interroger les réalités socioculturelles, donner à lire les questions de méthode et les espaces épistémologiques. C'est une rue d'entreprise dans un univers marqué essentiellement par une régression qui caractérise désormais l'univers intellectuel et l'espace public, trop marqué par les jeux sournois du néolibéralisme et par cette aphonie croissante qu'en est la conséquence directe. La médiocrité des débats et des discussions à l'université et dans l'espace public devrait nous inciter à interroger les éléments favorisant cette aphonie. Peut-être pourrions-nous nous entretenir de questions essentielles en rapport avec le discours social, l'appareillage conceptuel dominant les arts et la littérature. Mon ambition est de débattre de l'appareillage conceptuel dominant, caractérisant les différents questionnements qui marquent un certain nombre de disciplines relevant des sciences humaines et sociales, et d'examiner si, dans un contexte aussi particulier, celui des sociétés anciennement colonisées, les outils conceptuels élaborés en Europe seraient toujours pleinement opératoires ou s'ils nécessitent d'être revisités, adaptés, voire remplacés par des grilles de lecture plus adéquates aux réalités qu'ils prétendent décrire. Le choix du titre central, Position critique, n'est nullement fortuit. Il correspond à ce désir de relire autrement des concepts construits à l'aune d'un discours idéologique dominant, donnant à lire le monde selon une perspective essentialiste, le plus souvent. Cette relecture nous permettrait peut-être de contribuer à une entreprise de déconstruction des représentations et des regards portés sur les pays anciennement colonisés. Position critique est aussi un clin d'œil assumé à Louis Althusser, à Ibn Khaldoun et à Pierre Bourdieu, mais aussi à Jean-Paul Sartre. 4 penseurs qui, dans des contextes radicalement différents, ont su interroger les évidences de leur temps, avec une rigueur et une audace exemplaires. L'objectif de cet espace est de mettre en œuvre un débat autour de questions certes abordées ici et là, mais restant toujours à interroger, parce que les questions fondamentales ne se résolvent pas. Elles se reposent à chaque génération dans des termes différents, nouveaux. Il faudrait peut-être apprendre à nous libérer de certaines évidences et de l'ordre naturel des choses pour proposer des lectures et des questionnements s'inscrivant dans la quête d'une autonomie intellectuelle possible. De nombreuses thèses soutenues ici et là peuvent parfois donner à réfléchir sur les questions d'ordre méthodologique et épistémologique. Elles ont le mérite de poser énormément de problèmes et de révéler quelques sérieux problèmes de méthode, tout en mettant en relief l'absence de questionnement de l'appareillage conceptuel dominant qui devrait être sérieusement interrogé. Ce constat semble s'appliquer à une grande partie des thèses soutenues dans un certain nombre de disciplines des sciences sociales et humaines chez nous. Il se trouve que le piège des discours positivistes est d'une scientificité illusoire
semble neutraliser toute entreprise critique sérieuse, qu'elle soit marquée du sceau des lectures qualitatives ou quantitatives. C'est ce qui rend justement les choses difficiles, incitant les uns à chercher la preuve, entre guillemets, ou à partir du terrain, entre guillemets, pour emprunter les logiques de Gaston Bachelard, qui se considère comme un quêteur de choses, un travailleur de la preuve, ou celle de Gilles Gaston Granger, qui insiste sur la solidité du terrain, en se définissant comme un fils de la terre. Entre la preuve et le terrain, entre la rigueur formelle et l'ancrage dans le réel vécu, c'est précisément dans cet espace-là que ce séminaire voudrait s'installer et inviter chacun à y travailler librement. Je vais maintenant présenter des éléments épars en guise d'introduction théorique à ce séminaire. Ce sont des éléments très rapides. Édouard Saïd a raison de considérer certains concepts occidentaux, et je mets les guillemets à occidentaux, parce que je ne crois pas à l'Occident comme totalité, en rapport avec le regard porté sur le monde non occidental comme un épistémé à la fois raciste et impérialisant, une construction du savoir qui ne dit pas toujours son nom, mais qui organise silencieusement les hiérarchies entre les cultures, les savoirs et les peuples. En lisant des thèses ou en participant à quelques soutenances, je ne peux rester insensible à certains questionnements possibles, à de nombreuses positions critiques qui restent à revisiter, à déplacer parfois, à renverser. Avant d'aborder quelques points suggérés par ces soutenances, ici ou ailleurs, où j'ai participé comme membre ou président du jury, il faut relever une chose simple. Elles permettent peut-être de donner à lire la réalité actuelle de notre recherche et de certains présupposés méthodologiques et épistémologiques. Ces présupposés que l'on n'interroge généralement pas parce qu'on ne les perçoit plus comme tels, mais comme des évidences naturelles, des allants de soi, que Bourdieu appelait la doxa. Il n'y a pas d'évidence naturelle. Je me suis toujours souvenu de cette recommandation que m'a faite mon directeur de thèse à l'université Paris 4 et de mon habilitation à Paris 12, Robert Joigny, soutenant que le chercheur en littérature devrait être meilleur, meilleur linguiste que les linguistes, mais aussi un très bon spécialiste des sciences sociales. Parce que la littérature s'intéresse aux mots, aux êtres et aux choses, bien entendu, au discours. Rejoignant sans le dire et peut-être sans y avoir pensé, Lacan, Foucault, Deleuze, Bourdieu, Althusser, qui considèrent que l'inconscient serait structuré comme un langage. D'où l'apport considérable de Claude Lévi-Strauss et de Pierre Bourdieu à l'analyse des structures sociales, littéraires et artistiques, en proposant la notion de structure inconsciente et d'habitus, qui considèrent tous, à leur manière propre, que l'inconscient serait structuré comme un langage. D'où d'ailleurs l'apport considérable de Claude Lévi-Strauss et de Pierre Bourdieu à l'analyse des structures sociales, littéraires et artistiques. Le premier en proposant donc, comme je viens de le dire, la notion de structure inconsciente, le second celle d'habitus. Deux concepts qui permettent
permettent finalement de penser ce qui se joue dans les pratiques humaines et sociales en deçà de la conscience des acteurs. Ainsi, pour de nombreux nouveaux critiques, l'objet de la littérature serait le langage. Le langage est un tout. Le langage renferme aussi la société. C'est une relation dialectique qui finalement lie ces deux espaces. Ces propositions permettent de saisir l'inconscient des pratiques littéraires et sociales en mettant en œuvre un processus de déconstruction, n'écartant ni une plongée profonde dans les espaces ontologiques, ni le questionnement des segmentations synchroniques et des structurations diachroniques. Le terrain reste bien entendu, au-delà des séductions structuralistes et fonctionnalistes, le lieu central de tout questionnement, permettant une lecture diachronique et historique, convoquant maintes disciplines et langages et n'excluant nullement les manifestations référentielles. Toute lecture ne peut se dispenser de l'apport d'autres savoirs et d'autres disciplines comme l'histoire, la sociologie, l'anthropologie et la psychologie. Il y a un paradoxe, celui de l'objet, lieu singulier tout en étant ouvert aux manifestations extérieures. En littérature, l'objet est glissant. Il est l'objet de lui-même, un méta-objet. Toute lecture est souvent marquée par la passion. La subjectivité du quêteur ou du chercheur, même s'il doit faire l'effort d'emprunter les lieux peu confortables d'un coup d'œil froid, pour reprendre Max Weber et son ouvrage fondamental, Le savant et le politique, que tout étudiant devrait avoir lu. Roland Barthes parle du plaisir du texte, d'aventure érotique et de jouissance, ou peut-être même du plaisir du terrain social, du terrain politique, rampant comme Kant, Weber et Bourdieu avec les jeux zélés d'une lecture académique trop figée. Ainsi, Barthes va réagir aux critiques extrêmement virulentes contenues dans le pamphlet d'un professeur de la Sorbonne, Roland Picard, qui avait attaqué Barthes avec un titre significatif, Nouvelle critique ou Nouvelle imposture, paru chez Julliard, contre son Racine, contre donc le Racine de Barthes sur Racine, publié chez Le Seuil en 1960. Et ses critiques, Le Seuil toujours, 1964. Il publie un texte fabuleux. C'est une très belle réponse à Picard. Critique et vérité. En 1966, toujours au Seuil, qui met en scène le sujet et son langage, une posture métacritique, tout en dénonçant l'ancienne critique faite d'a priori, négligeant l'histoire et les territoires sociologiques et politiques. Sa conclusion est très belle, très très belle. La critique n'est qu'un moment de cette histoire dans laquelle nous entrons et qui nous conduit à l'unité, à la vérité de l'écriture. Les développements de l'anthropologie, de la psychanalyse et de la linguistique allaient ainsi permettre l'émergence d'une critique et d'un autre langage, un texte et un terrain ouvert, un terrain social, politique, économique, complexe,
réfractaire à toute clôture, faisant du chercheur et du critique en sciences sociales et humaines, aux côtés des poètes et des romanciers, un écrivain, entre guillemets, rompant ainsi avec la posture d'écrivain. Sa définition de l'écrivain pose vite problème. Il associe le statut de l'écrivain à celui du langage. Il dit ceci: est écrivain celui pour qui le langage fait problème, qui en éprouve la profondeur, non l'instrumentalité de la beauté. C'est la question de l'objet langage qui est fortement posée dans ce manifeste barthésien, excluant peut-être toute approche antélinguistique et laissant le débat en suspens. Là, il doit rester ouvert chez Barthes. La lecture est plurielle. L'œuvre propose des sens différents et distincts. Pour un signe, combien de signifiés? Et suggère l'exploration de l'au-delà du texte. C'est ce qui est important. C'est l'au-delà du texte. Ce n'est pas l'explicite. Ce n'est pas ce qu'on lit, mais ce qui se cache, ce qui dissimule derrière les signes. Un signe est un espace complexe. Cet espace que le texte ouvre mais ne contrôle pas. C'est pour ça que je parle de complexité, et dans lequel le lecteur entre avec sa propre histoire, ses propres désirs, ses propres résistances. Nous sommes dans un monde littéraire, parce que je parle ici de littérature, où nous sommes en présence de trois complexités. La complexité de l'auteur, la complexité du lecteur et la complexité du texte lui-même. Ce conflit Barthes-Picard, au-delà de la violence des positions en présence, était peut-être l'expression d'une crise profonde, d'une crise politique et idéologique, mais aussi l'expression d'une crise de l'acte de lire, mettant en opposition une certaine critique universitaire, héritière de la tradition lansonienne et positiviste, et la critique dite moderniste, qui faisait du langage et du savoir ses territoires propres. Ce conflit Barthes-Picard nous apporte énormément, nous pose énormément de questions sur la relation notamment de la littérature, de l'art, avec la politique, et avec aussi la dimension idéologique. Le geste critique devrait être, pour Barthes et pour beaucoup d'autres, un acte politique et dialectique. Le geste critique dans cette perspective ne peut être qu'un acte à la fois politique et dialectique, un acte qui ne prétend pas à la neutralité, mais qui assume ses positions tout en les soumettant à l'épreuve de la rigueur. Là, on retrouve Max Weber, on retrouve Pierre Bourdieu. Dans son ouvrage Homo Academicus, édition de minuit 1984, Pierre Bourdieu, considérant que cette violente polémique n'est pas sans rappeler l'ancienne querelle des anciens et des modernes, éclairant magistralement les ressorts sociaux, institutionnels du débat. Dans son ouvrage Homo Academicus,
Pierre Bourdieu considère que cette violente polémique n'est pas éloignée de l'ancienne querelle, comme je viens de le dire, des anciens et des modernes. Et d'ailleurs, on retrouve ici les bruits, j'allais dire, lumineux de Kant, qui lui aussi a posé cette question. Voilà ce que dit Bourdieu. Il suffit en effet de connaître les positions occupées par les deux protagonistes, c'est-à-dire Barthes et Picard, dans le champ universitaire pour comprendre le véritable principe du débat qui les a opposés et que l'on chercherait en vain, comme l'ont remarqué les observateurs les plus avertis, dans le contenu même des prises de position respectives. Simple retraduction rationalisée des oppositions entre les postes occupés, les études littéraires et les sciences sociales, la Sorbonne et l'école des hautes études, etc. Je ferme les guillemets. Ces éléments introductifs ouvrent le champ à notre séminaire. Penser le langage comme espace de réflexion critique. Lire comme acte politique, social et poétique. Et comprendre que la recherche, loin d'être un exercice académique, est une aventure du sens et du désir. Ce séminaire est une tentative de réhabiliter le doute et de redonner au débat intellectuel sa force critique. Il s'agit de faire de YouTube et de Facebook non pas des vitrines de divertissement, du moins chez moi, dans mon espace, mais des espaces de savoir, de dialogue et de confrontation. Merci de votre attention. Rejoignez-moi sur Culture Média Algérie pour ce séminaire vivant où la pensée critique retrouve, je pense, sa place. Merci, chers amis, et donc à la prochaine, au prochain épisode avec la première position critique. Donc, à bientôt, chers amis, et merci, merci, merci.